Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Je m'appelle Franklin Katunda. Nous revenons encore vers vous pour parler de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui Ronny Jackson. Ronny Jackson, donc, c'est le parlementaire américain qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens en parlent à Kinshasa, en Europe, ici aux États-Unis, dans toutes les familles. Les gens sont fâchés. Certains ne peuvent même plus retenir leur souffle. Ce soir, nous allons essayer de décortiquer ce qu'il avait dit à la sous-commission Afrique de notre congrès, le congrès des États-Unis, ici à Washington. Suivez. I think that the Congolese government's in a bad position here, but I do believe, it's been a long-standing issue. It's my understanding that there are certain people in the Eastern DRC that are unrecognized as Congolese citizens, and that maybe in part because this used to be Rwanda before the lines were redrawn many years ago, and and that used to be part of Rwanda. But I would submit to you that there's a large part of Uganda that also used to be Rwanda as well. And after it's been redrawn, now it's Uganda. Those people were immediately assimilated and treated as Ugandan citizens, but that has not happened in the DRC. And I think that's part of the problem. I think that this domestic issue has to be addressed. Bien entendu, comme vous avez compris, nous avons deux personnes dans le studio que nous avons invitées. Monsieur Ange Moukadi, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre public? Eh bien, je m'appelle Ange Moukadi, un patriote congolais, intéressé bien sûr à notre politique, à tous les événements courants qui se passent chez nous en Afrique en général et en particulier en RDC. Et présentement, je suis d'ailleurs candidat à la présidence de la communauté congolaise ici au DFW. Ah voilà, félicitations d'avoir posé la candidature. Donc bientôt, on va vous avoir pendant les élections. Donc, absolument, oui. Donc les procédures sont déjà en marche. Les campagnes doivent commencer d'ici le 1er du mois d'avril. Donc les choses sont en place. On va devoir nous présenter à la communauté et présenter notre projet de société, bien sûr. Merci beaucoup. Et donc à ma gauche, juste ma gauche ici, j'ai Monsieur Guy Mundela. Bonsoir. Bonsoir Franklin et bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Ouais. Voilà, je suis Guy Mundela, comme vous l'avez dit. Et vous êtes là ce soir comme ce soir, je suis analyste politique. Analyste politique de nouvelles. Voilà, vous voulez bien parler des nouvelles du Congo parce que ça nous intéresse. Effectivement, le Congo est en guerre et c'est un pays qui est occupé en ce moment. Les villes de Goma, de Bukavu ont été attaquées, les villes de Walikale aussi. Et d'après ce que nous entendons, les militaires ennemis s'approchent vers Kisangani. On ne sait pas encore comment ça va se faire, mais sinon, il y a beaucoup de confusion tout autour de la prise de la ville de Walikale. Certains disent qu'elle a été libérée par les FARDC et les Wazalendo. Nous ne sommes pas encore sûrs et nous n'avons pas confirmé cette information. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une situation où le Congo et les États-Unis sont en train de pouvoir se rapprocher dans le sens que le Congo veut demander carrément un appui, un support auprès des États-Unis. Et ils ont adressé une lettre au président Trump qui avait effectivement, à travers ses services, répondu favorablement dans le sens qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de signer un accord économique entre les États-Unis et le Congo dans le domaine minier, contre les infrastructures et l'appui donc à la sécurité, qui inclut l'armement, l'armée, l'organisation des bases militaires et consorts. Le mois passé, nous avions eu la visite donc de M. Ronny Jackson, le même Ronny Jackson dont on parlait, qui était venu à Kinshasa et qui a été reçu par le président Tshisekedi. Il s'est retrouvé aussi à Goma, il a fait le voyage en République du Congo, il est allé au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Il a rencontré les présidents
de ces pays respectifs. Maintenant, au moment où nous parlons, il est rentré à Washington. Il est rentré dimanche passé. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et le mardi, il a eu donc cette séance que nous sommes en train d'essayer de décortiquer, donc la séance de la Commission Afrique donc, du Congrès des États-Unis. Il a donné un rapport et nous avons une vidéo que nous allons vous passer et vous allez regarder cette vidéo. Et elle est en anglais avec traduction sous-titrée et cela va vous permettre de suivre ce qu'il a dit et nous allons revenir dans le studio pour en parler. Suivez la vidéo. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. I met with the president in the DRC, the president in the Republic of Congo, the president in Burundi, and the president in Rwanda. I left encouraged in some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential in the area for peace and security and for the killing and the bloodshed to stop. The resources there are just through the roof, tens of trillions of dollars in resources. You know, DRC could be one of the wealthiest countries on the entire planet. But I do believe that certain things have to happen, and I don't know exactly what the answer is to get there. I think that, you know, for this to exist, the Eastern DRC has to be an area where everyone has a vested interest in the safety and security and the ability for foreign companies to come in and invest in the area. And when I say everybody, I mean the DRC, I mean Burundi, I mean Uganda and Rwanda, everybody that's there. We all know right now that the Eastern DRC is a completely ungoverned area. It's like the wild, wild East, right? And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. They do not have the resources or the ability to really like impact what's happening there. And they are actually becoming, in my mind, just another entity there that is trying to take advantage of the resources there and get what they can. And everyone's doing it. We know this, right? We know that you know, the Uganda is you know, bringing minerals in from there. Rwanda's doing it. Burundi's doing it. Everyone is doing it, and there's really nothing there to stop them. I think that the Congolese government has to do a couple of things. One, they have to address a domestic issue, right? There are a large number of people in the Congolese that are not Congolese citizens, that are not treated as Congolese citizens, including most of the members of M23, so on and so forth. Now, you know, M23 is a rebel group, and we know that there's an influence there, and there's a component of the Rwandan Defense Forces, you know, the Rwandan military. But honestly, M23, with or without Rwanda right now, is pretty much uncontested in the area. They're just doing anything they want right now, and the Congolese military is not even fighting back right now. As a matter of fact, they're just running away ahead of the, M23, or in some cases they're laying down their weapons and they're joining M23, right? So I think that the Congolese government's in a bad position here, but I do believe, you know, it's been a long-standing issue, is my understanding, that there are certain people in the Eastern DRC that are unrecognized as Congolese citizens, and that maybe in part because this used to be Rwanda before the lines were redrawn many years ago, and you know, and that used to be part of Rwanda. But I would submit to you that there's a large part of Uganda that also used to be Rwanda as well. And after it's been redrawn, now it's Uganda. Those people were immediately assimilated and treated as Ugandan citizens, but that has not happened in the DRC. And I think that's part of the problem. I think that this domestic issue has to be addressed, that everyone in the region, everyone in the country has to be treated as a Congolese citizen with all the rights and privileges of such. I think that this is a difficult thing to do, but I think at some point the armed resistance of M23 are not going to just put down their weapons and walk away. I think that they are an armed resistance. There has to be an effort somehow to incorporate them into the Congolese military and make them feel like Congolese citizens that are protecting their country, not what's going on right now. I think that that's one of the problems. Voilà, donc la vidéo, vous l'avez vue. Le monsieur dit qu'il était encouragé et découragé au même moment. On peut comprendre qu'il est allé au Congo pour effectivement s'enquérir de la situation d'un pays qui est en guerre, n'est-ce pas? Et il dit qu'il est découragé. Il est découragé non pas par rapport à la guerre,
il est découragé par rapport à ce qu'il a eu comme rapport de ce qui se passe dans le domaine minier. Est-ce que peut-on dire que le parlementaire américain était parti au Congo juste pour les mines? Je vous laisse. Qui veut prendre la parole? Vous vous regardez alors? C'est vrai que je n'ai pas dit à qui j'ai adressé la question. Alors, c'est ma faute. Je commence avec vous, Monsieur Ange Moukadi. Merci pour la parole déjà pour commencer. Je suis très ravi d'être dans votre studio somptueux. Je suis vraiment très fier du travail qui est en train de se faire ici. Je regarde vos émissions et je suis vraiment... très fasciné par ça et par la qualité non seulement de vos débats mais aussi de votre image. Merci. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais quand même recadrer, si vous voulez, j'aimerais mettre les choses en perspective, hein, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, il y a quelque chose de différent qui est en train de se faire maintenant et je pense que c'est quand même important de souligner ça. L'Afrique est en train de changer. Le Congo aussi est en train de changer. C'est vrai que quand vous regardez les choses de manière rapide comme ça, vous allez dire que voilà, le Congo est en difficulté, nous sommes en train de souffrir. Tout ça peut être vrai, c'est vrai, comme Ronnie, avec beaucoup de ses commentaires. Vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui a fait 2 jours à Kinshasa ou peut-être dans le Congo et il pense connaître tout sur le Congo. Mais je ne pense pas qu'il a tout vrai. Et juste pour rephraser encore ce que je suis en train de dire, c'est ceci. En 1960, quand le Congo est devenu indépendant, l'Amérique était présente. Les rapports entre l'Amérique et le Congo avaient une certaine dimension. Mais je vais dire peut-être 20 ans après l'indépendance, avec Mobutu, ça a pris une nouvelle dimension. Mobutu qu'ils avaient même mis au pouvoir. Exactement, exactement. Et on connaît tous l'histoire de la guerre mondiale, bien sûr, pour ne citer que ça. Et aujourd'hui, en 2025, les États-Unis sont en train de revenir en force. Mais je ne pense pas que les rapports sont encore pareils. C'est plus le même Congo, c'est un Congo différent, avec des hommes totalement différents. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais ceux qui ont quand même l'œil visionnaire peuvent voir que c'est un Congo qui se transforme, qui se réveille et qui grandit et qui mûrit. Je pense que c'est dans cette perspective qu'on doit voir les commentaires de Ronnie et savoir bien le dismantle, si vous voulez, bien le dissecter et comprendre les vrais détails en fait de ce qu'il essaie de dire et de poser des analyses correctes dans ce cas-ci. Oui, mais il dit aussi que les investisseurs n'arriveraient pas dans le territoire de la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda réunis tout autour de la RDC pour travailler ensemble sur les mines ou les minéraux que nous avons au Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Vous l'avez entendu dire, il parlait des investisseurs américains qui hésitent d'y aller. Merci bien pour la parole, M. Franklin. Et, je ne veux pas réitérer les éloges et les fleurs que... Vous pouvez toujours. Mais vous les avez. OK? Le studio, le travail que vous faites, félicitations et continuez, allez de l'avant. Alors, pour revenir d'emblée, je peux dire que tout investisseur ne veut pas aller là où il y a l'insécurité. Parce que c'est son investissement. Il a peut-être pris aussi les crédits et ça va tomber, ça va retomber. Il devra sécuriser son investissement. C'est tout à fait logique que les investisseurs soient hésitants. Et mais ils ont été hésitants pendant des années. Alors, les investisseurs américains. Dit, les circonstances ont changé. Les temps changent. Nous avons un président qui est ouvert, qui veut que le vide que les Américains ont laissé, qu'ils reviennent et qu'on ne laisse pas seulement aux Chinois la place, aux autres qui ne font pas avancer cette région. Donc, quand ils demandent aux investisseurs américains, par exemple, de venir, il sait que les investisseurs américains vont venir avec la sécurité pour sécuriser leurs investissements et l'Américain vient avec un modèle qui inclut le développement, les valeurs qui doivent être protégées et tout ça, et élever un peu la vie sociale de la population. De la population locale. Donc, il est impérieux de notre part que notre gouvernement saisisse cette opportunité et afin de pouvoir rassurer les investisseurs américains qu'il y a de la place pour eux et on a vraiment besoin de façon à ce qu'en venant, qu'ils viennent avec la sécurité
et les valeurs américaines qui vont permettre à ce que ces investissements profitent non seulement à la population locale, même aux pays voisins, parce qu'il y aura toujours cet effet de répercussion. Parce que toutes ces frontières-là, on s'échange. Dans les échanges de commerce entre les deux pays. Les Rwandais viennent au Congo pour travailler et nous allons au Rwanda pour acheter à manger, et vice-versa. Ouais. Donc ce n'est pas seulement que cela profitera seulement aux Congolais, mais ce sera toute la région qui va avoir cet effet-là de développement qui va certainement impacter toute la région et tout le pays. Mesdames et messieurs, nous savons que le PPP, qui était donc un accord qui était négocié lors du premier mandat de M. Donald Trump, et le président Tshisekedi venait de prendre le pouvoir, c'était à Washington qu'ils ont commencé cela. Je reprends cela pour le besoin d'histoire. Ambassadeur Hammer a joué un très grand rôle pour rapprocher les deux pays, essayer de jeter les jalons pour que nous puissions avoir un partenariat gagnant. Vous vous rappelez de ça? 50%, 50%. C'est quelque chose qui a été effectivement un peu mis en suspens, le fait qu'il y a eu Covid, et puis après, le président Trump a quitté le pouvoir. Les démocrates sont revenus et ils sont toujours favorables au Rwanda et à Kagame. Ça, on le sait, on ne peut pas se le cacher. Et aujourd'hui, Biden est parti, Trump est revenu au pouvoir, et coup de chapeau à certains Congolais qui nous avaient déjà prévenus que Trump deviendra président. Il est nécessaire que le Congo puisse se préparer à travailler avec lui. Et je pense qu'ils n'avaient pas tort. Certains sont parmi nous ici à Dallas. Ouais. Et ils avaient organisé des mouvements pour voter pour Trump. Et aujourd'hui, Trump est au pouvoir. Alors, le dossier revient sur la table. C'est encore le même dossier, mais qui est maintenant modifié avec l'aspect de la guerre qui se passe à l'Est. Donc, l'urgence. Quelque part, est-ce qu'on peut dire que le président Félix Tshisekedi a posé son choix sur ce dossier pour le raviver parce que la Chine ne fait pas un bon travail sur le terrain? Est-ce qu'on peut voir un peu qu'est-ce qui était derrière lui, qu'est-ce qui était derrière sa tête quand il a pris cette décision pour dire nous allons donner le marché aux États-Unis alors que son prédécesseur Kabila avait donné ce marché aux Chinois dans l'entièreté? Alors, il faut déjà dire que le président Tshisekedi était déjà en pourparlers avec la première administration Trump, où il voulait avoir un partenariat stratégique avec les États-Unis. Et les choses ne sont pas allées telles que c'était prévu après le départ de Trump, son premier mandat. Mais pourquoi il a décidé maintenant, pendant qu'il y a même instabilité, il y a la guerre? Il n'y a pas de conditions propices pour pouvoir faire un investissement quelconque. Pourquoi est-ce qu'il y est allé? Mais justement parce que cet investissement va apporter la sécurité, va ramener la paix et la tranquillité dans la région. Ah, donc ce n'est pas l'inverse, hein? Les deux vont ensemble, en fait, pour moi. Parce que quand les investissements viennent, il faut protéger les investissements. Évidemment, la situation est telle qu'elle est. Nous savons, personne ne veut être dans cette situation pour faire un arrangement. On aurait bien voulu avoir une situation où c'est calme, on parle, mais il s'est fait qu'il y a un besoin pressant et la situation est telle que nous la connaissons actuellement. Et l'apport américain est important. Il est important et nous en avons besoin en ce moment. Les investissements, et il ne faut pas seulement penser que c'est nous qui avons seulement besoin des Américains. De ce deal, c'est eux aussi qui ont besoin de nous. Besoin de l'accès à ces minéraux rares qui ont profité de la Chine. Et il faut voir que la Chine a pris beaucoup d'avance du côté technologie à cause de l'accès aux minéraux rares. Et l'Amérique aussi s'est dit qu'elle ne va pas laisser cette place seule à la Chine. Il veut reprendre aussi sa Donc, place. il y a intérêt mutuel de deux côtés. Monsieur Ange, vous voulez ajouter quelque chose? Justement, c'est juste pour appuyer ce que nous sommes en train de dire ici, avec mon frère Guy. Remettre encore les choses en perspective par rapport à cette analyse, il faudrait comprendre que les États-Unis, celui qui est en position de force en réalité, c'est le Congo.
Ah bon? Parce que les États-Unis ont réalisé que les 20 dernières années, ils étaient en erreur. Ouais. Parce que vous vous rappellerez que déjà en 1997, ce sont les États-Unis qui ont appuyé l'Ouganda et le Rwanda pour le changement de régime au Congo. Au Congo, oui. Ils ont voulu s'installer de cette manière-là. Mais cela, c'est éprouvé très difficile. Ouais. Parce que la population congolaise qui a grandi et qui est devenue plus mature a refusé que son État ne soit divisé, séparé en 3, en 2 ou en combien de morceaux. Voilà. Et c'est à cause de ça que nous nous sommes encore retrouvés aujourd'hui avec cette guerre. Ouais. Et le Congolais est en train de démontrer que ce n'est pas la faiblesse de son gouvernement qui fait de lui un peuple faible. Mais au contraire, avec la maturité, avec le temps, avec la compréhension de la nature même des États, comme on le dit, entre États, il n'y a pas d'amitié. Entre États, ce sont les intérêts. Les États-Unis ont compris que s'ils restent en arrière et qu'ils continuent avec cette position d'attentisme ou bien de rester en arrière-plan, voilà, va faire que la Chine puisse avancer en Afrique, en particulier au Congo. Donc il fallait à tout prix... Et la Chine est très avancée. Voilà, exactement. Et ils sont en train d'essayer de se rattraper et je pense qu'il y a opportunité ici pour et les États-Unis et le Congo. Mais surtout, il faudra que nous, Congolais, nous sachions que notre destinée est entre nos mains. Ce n'est pas à Chine ou à la Chine de nous dicter les États-Unis. Voilà, ni à la Chine, ni aux États-Unis, ni d'ailleurs à l'Union européenne, de nous dicter comment gérer notre pays. Alors, quand nous nous allons faire ce deal, disons seulement que dans le futur, si le deal est passé, qu'est-ce que tu attendrais des Congolais? Quelle est l'attitude qu'ils auraient pour que ce deal puisse effectivement bénéficier le pays et qu'il n'y ait pas les problèmes que nous avions avec les deals de leur fois passée? Déjà, il faut déjà commencer à enlever tout ce que nous avions comme retard psychologique. Je veux dire, on a été... Retard psychologique? Oui, parce que je ne veux pas appeler ça un complexe. C'est vrai que nous, les Africains, aujourd'hui, à cause de la colonisation et à cause de l'impérialisme, nous avons souffert d'un grand problème mental, dans le sens où on a toujours été complètement désarmés devant l'homme occidental. Ça veut dire que quand ils viennent... C'est pas seulement l'homme occidental, quelqu'un qui ne ressemble pas à nous. Malheureusement. Il peut être chinois aussi. Exactement. Il faudra qu'on reconnaisse nos forces, notre intellect, notre classe de leaders, parce que nous avons aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement congolais, moi je veux dire que ce gouvernement ne peut pas être parfait. Et c'est vrai qu'en 6 ans, ce gouvernement n'a pas changé le problème de corruption. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de changer le monde en un jour, c'est pas possible non plus, mais au moins les efforts sont faits, même Rony l'a reconnu. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens de qualité. Il y a Madame Thérèse, par exemple, qui nous rendent fiers. Il y a Monsieur Liaou, il y a pas mal d'autres personnalités dans le gouvernement congolais qui sont en train de faire des énormes, des efforts incroyables. Et ils sont capables, et ils l'ont démontré jusqu'à présent, qu'ils sont capables de changer ce pays. Et ça va se faire. La nouvelle classe politique va venir avec des nouvelles idées et avec une confiance en soi, sans complexe, devant l'occidental, pour que nous puissions imposer l'intérêt du peuple congolais. C'est là justement notre cheval de bataille et nous sommes capables de le faire. Que ce soit du côté de la diaspora ou même du côté de ceux qui sont à Kinshasa. On va travailler en unisson, on va travailler ensemble et le Congo va être relevé et ce n'est pas les États-Unis qui vont nous faire reculer. Ils ont leurs intérêts, nous le reconnaissons. Le gouvernement le reconnaît, on a tous à gagner. Donc on protège nos intérêts, gagnant. Ils protègent leurs intérêts, c'est aussi simple que ça. Alors, sur ce que M. Ronny Jackson avait dit, je continue de dire aussi qu'il a fait une déclaration que l'armée de la RDC est faible devant l'ennemi. Et aujourd'hui, le M23, même avec ou sans le RDF, donc l'armée rwandaise, les M23 sont déjà très, très positionnés dans le pays. Il faut faire avec. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, M. Guy? Alors, pour revenir d'abord à la question que vous avez posée précédemment et ajouter à ce que Ange a dit, juste paraphraser, le plus important pour nous, c'est défendre nos intérêts. Les États, ce sont les intérêts. Donc, nous savons les intérêts des États-Unis, nous devons aussi définir les nôtres et savoir bien le protéger. Donc il faut dire que le Congo a bien fait cette fois-ci. Hein? On est allé vraiment avec le langage des affaires. Voilà, il faut pas seulement bien faire, mais il faut aussi faire le suivi bien. Il faut bien faire le suivi.
Donc, il ne faut pas seulement penser à bien faire, mais il faut aussi bien faire le suivi de façon à ce que ces intérêts-là soient pour des générations futures. Ouais. Ouais. Il ne faut pas juste le faire pour aujourd'hui, on a la paix, et puis après, on retourne dans notre case de départ où la corruption... Oui, il a parlé de la corruption, on devra assurer à ce que nous faisons maintenant va bénéficier les générations futures, parce que ce pays-là appartient aussi aux générations à venir. Donc, alors, pour ce que M. Roni a dit, pour votre question, je vais revenir à la dernière question, l'armée, c'est vrai. Nous ne pouvons pas nous cacher la réalité. Ouais. Il s'est fait qu'il y a beaucoup de trahisons, beaucoup de faiblesses, ça fait plus de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a eu trahison dans l'armée? Si on devrait repartir dans l'histoire. Non, peut-être juste en brossant. Les 20 dernières années ont favorisé justement à l'affaiblissement de notre armée. Ouais. Par exemple, on n'a pas eu de recrutement. L'armée, on n'a pas eu de formation, l'armée n'a pas été équipée comme il fallait. Même dans le passé, on apprenait de petites guerres là qui se passaient. Et après, on apprenait que l'armement a été récupéré par l'ennemi. Donc, c'est comme si le gouvernement achetait les armes pour... Et quelqu'un les donnait quelque part. Juste les donner aux rebelles. Donc, est-ce qu'ils donnaient cela moyennant l'argent? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a déjà le brassage et le mixage, ceux qui occupaient la tête de l'armée, c'était des personnes qui étaient en acquaintance avec les rebelles. Et même récemment, le président a admis, il a dit qu'on devra refonder l'armée. Il est en train de travailler à refaire une nouvelle armée qui va vraiment défendre la nation. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que le président puisse faire ses réformes maintenant? Je vais juste énumérer quelques-uns pour éclairer la lanterne. Le gouvernement, 54 ministres, c'est de la foutaise. Est-ce que le président ne peut pas réduire un gouvernement des crises? Moi, je m'en fous de l'Union nationale. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire au moment où nous parlons de la guerre. Est-ce que le président ne peut pas aller diminuer ce gouvernement à 20 ou 25 personnes, ministres, réduire leur salaire, réduire le salaire des gens qui sont au Parlement, parce que c'est une popularité. Maintenant, tout le monde en parle. Ça veut dire que le peuple crie. Et monter le salaire des caporaux et les gens qui sont dans les forces armées congolaises. Chacun de vous peut réagir par rapport à cela. Est-ce que vous ne trouvez pas que le président doit commencer avec ses réformes maintenant? On ne doit pas attendre que le deal en question puisse être finalisé pour qu'on puisse commencer à en parler. Eh bien, juste pour un peu revenir à la question précédente par rapport à notre armée, moi j'aimerais quand même qu'on mette les choses en perspective encore. Allez-y. Parce que nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de voir, de faire sortir les vérités qui ne sont pas toujours à la surface. Okay. Nous parlons d'une armée faible. Faible par rapport à quoi? Il faudra bien préciser cette faiblesse en fait. Ouais. Nous sommes une armée, comme vous venez de dire vous-même, pendant les 20 dernières années, nous avons subi des mixages, des brassages, des infiltrations, pour ne citer que ça. Donc cette armée a été sous embargo pendant une vingtaine d'années. N'oublions pas ça. L'embargo sur les armes, exactement, qui vient juste d'être levé l'année passée. Justement. Et pour vous dire encore plus, soyons quand même francs. Nous nous battons contre le Rwanda, d'accord, qui est derrière le M23, mais qui est derrière le Rwanda, il faut le dire. Ouais, c'est le même. Le Rwanda a été protégé par l'ONU. Ouais. Le Rwanda a été armé par l'ONU. Privilégiés par l'ONU. On les a armés, habillés par les Américains, formés, préparés, et aujourd'hui, ils sont aguerris à cause du travail de l'ONU. Ils sont partout en Afrique, comme les soldats des Français, des Occidentaux, des Américains. J'allais dire, oui, non, donc, entraînés par les Français et les Israéliens aussi. Et vous voyez cette armée qu'aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer, qu'on appelle faible, se battre contre une telle armée préparée par l'Union européenne, par l'Amérique, par l'ONU. En fait, il faut quand même être relativement sincère et reconnaître les prouesses de cette armée, malgré les infiltrations, malgré toutes les difficultés, malgré les crises économiques. Quand vous dites infiltration, c'est depuis 1996, quand ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Et il faut aussi reconnaître... James Kabarebe était chef d'état-major. Mais reconnaissons aussi que, déjà sous Mobutu, cette armée était en train de faiblir. Cette armée était déjà complètement devenue une ombre d'elle-même. Voilà. Donc, quand vous voyez cette même armée combattre aujourd'hui et lutter malgré toutes les difficultés qu'on vient de citer, il faut les féliciter.
Alors, il faut absolument les féliciter. Donc, tout est relatif. Mais d'aucuns disent que voilà, Rwanda, c'est la dimension, je ne sais pas moi, la superficie de Kinshasa. Vous pouviez dire ça il y a 20 ans, les gens vous auraient cru, mais aujourd'hui, écoutez, je vous ai dit que les Congolais sont réveillés et éveillés. Lissou Nicolas Lissou. On sait. Lissou Nicolas Lissou. On voit. On voit. On est plus naïf. Mais entre-temps, le Rwanda c'est une armée sophistiquée avec des drones, avec des anti-brouillards, toutes sortes de choses qu'ils utilisent. Et cette armée-là sophistiquée n'arrive pas à battre cette armée détruite aujourd'hui par le monde international, par l'Union européenne, par l'Amérique et par toutes les complicités internationales. Tout ça pour mettre main basse sur les minerais ou les richesses congolaises. Aujourd'hui, on doit féliciter le peuple congolais et l'armée congolaise, malgré nos défaites. Et d'ailleurs, ce sont des batailles que nous avons perdues. C'est pas la guerre. Voilà. Alors, M. Ronny Jackson, lui, il dit que malgré tout, M23 y est pour rester. Ils ne vont pas déposer les armes et partir. Ça veut dire que, en disant même cela, puisqu'il était en train de poser une question, mais une question rhétorique. Il a parlé, il a mis ses commentaires dedans. Il est parlementaire américain, mais je me pose la question s'il comprend qu'il y a des processus de paix qui sont engagés à Nairobi et à Luanda, quand il dit que le M23 est ici pour rester parce qu'il est déjà fort et qu'il représente une population de Tutsis congolais qui ne sont pas reconnus dans ce territoire-là du Kivu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'il vient de dire dans la vidéo? Bon, la rhétorique de M. Ronny, il y a beaucoup de contre-vérités. Hein, donc, contre-vérités. Ouais. D'abord, le fait que le Goma ou l'Est n'a jamais été une partie du Rwanda. Et, les populations... Là, vous faites allusion quand il a parlé des frontières. Tout à fait. Voilà. Et ça, les frontières sont intangibles et c'est reconnu au niveau international partout. Et si on devrait aussi parler des populations qui sont au Congo, qui n'ont pas le droit de nation... Non. Le président a clairement dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Et pour preuve, ce sont parmi cette population qu'on retrouve le grand nombre de généraux. Et ils sont dans l'administration. Quand est-ce qu'on a commencé à les mettre au poste de pouvoir? D'ailleurs, c'est une question erronée. Pourquoi? Parce que depuis Mobutu, ils étaient déjà là. Depuis Mobutu, on avait le Senyamania. Et ça a continué. Et avec l'avenue de l'AFDL, on a même mis James Kabarebe à la tête de l'armée. Et à l'est, là... Monsieur Roubert a été avec nous. On a eu 1+4, ils sont là. Donc, dire qu'il y en a qui n'ont... On a 450 tribus. Et comment est-ce qu'il n'y a pas une tribu à qui on va dire que vous n'êtes pas congolais? Tous ceux qui sont congolais, ils sont reconnus comme congolais. Alors, je ne sais pas pour lui qu'est-ce qu'il veut dire on empêche aux autres d'être reconnus comme congolais. Je ne sais pas, et peut-être il devra nous le définir, mais le président l'a bien dit. Tout à fait. Qu'ils sont congolais. Maintenant, la différence, c'est que il y en a qui veulent prendre la nationalité congolaise sans pour autant l'obtenir de façon normale. Ils veulent l'obtenir par les armes? Non, il y en a qui veulent l'obtenir du fait qu'ils sont venus, ils veulent prendre nos terres, ils veulent habiter au Congo et ils veulent devenir congolais comme ça. Non. Mobutu a commis cette erreur-là, a donné la nationalité à une masse de Rwandais. Les Rwandais qui étaient sur le territoire depuis 1960. Et puis après, il a retiré et tout ça. Le plus important ici, c'est que nous avons vécu avec tous ces gens-là sans problème. Depuis des années. On n'a pas eu de guerre. Ce n'est qu'avec la venue de l'AFDL, le Rwanda... Donc l'implication de Kagame et Museveni dans la politique congolaise. Mais à dire vrai, l'objectif de tout ça, c'est avoir la même mise sur les richesses de ce coin-là. L'Est est riche en matières premières et le Rwanda et l'Ouganda, considérant qu'ils sont là, ils considèrent que c'est leur butin de guerre. Le fait d'avoir chassé Mobutu, ils sont venus et ils se disent maintenant qu'ils peuvent rester là éternellement et prendre toutes ces richesses comme si ça leur appartenait, quoi.
Même question à M. Ange Moukadi. M. Roni insiste que le M23 est pilier maintenant dans les régions de Kivu, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a nord et sud. Il s'est dit qu'ils sont là. Bien sûr, nous savons que c'est un discours qu'il a eu de quelque part. Est-ce qu'il y a-t-il moyen qu'on puisse imaginer une réponse officielle au niveau d'un parlementaire américain? Je suis en train juste de m'imaginer ici que notre ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Wagner, pouvait peut-être répondre à ce parlementaire par voie diplomatique. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est envisageable? Et à part cela, est-ce que vous pensez aussi que le lobbyisme de citoyens américains, en faisant des pétitions et en écrivant à M. Roni, est-ce que vous pensez que ça peut aider? Dans le sens que ce ne sont pas des pétitions où on fait des demandes. C'est une pétition qui aura un certain résumé de l'histoire sur le point que lui, il avait touché pendant cette séance, essayer de répondre effectivement, donc comme une lettre-réponse à ce que le parlementaire a dit. Est-ce que vous pensez que absolument. Je n'ai pas besoin d'excuser par rapport à mon excitement. Je suis très excité par rapport à ce sujet parce que je rigole quand je pense à M. Roni. Moi, je suis aux États-Unis, ça va faire 30 ans. Je sais quand même quelque chose sur... un grand garçon qui aime monsieur. Exactement. Je sais quand même quelque chose sur la politique américaine et particulièrement sur M. Roni. Quelle réputation M. Roni a? Vous savez, Madame Thérèse, si je devais lui conseiller par rapport à ce monsieur, je ne lui demanderais même pas de chercher trop loin. Vous allez fouiller sur Internet, vous allez voir sa réputation à ce monsieur Roni. Déjà, son église l'a radié à cause de son comportement. Ce n'est pas un monsieur très fiable. Et de deux, il faut lire entre les lignes. Il a fait des investigations, il est allé au Congo, il a fait 2 jours, peut-être vrai. D'ailleurs, il a été prouvé qu'il a été avec Kagame il n'y a pas trop longtemps. Et moi, je veux dire encore plus, c'est que ce monsieur a des intérêts au Rwanda. Et non seulement ça, aujourd'hui, la réalité, c'est que ses intérêts sont menacés. Donc, obligatoirement, il est obligé de défendre ses intérêts. Voilà. Donc, ce n'est même pas, c'est un secret de polichinelle, en fait, que de penser que M. Roni est objectif. Il n'est pas objectif. Et ce n'est pas en disant des vérités, des contre-vérités, en essayant de confondre les gens que vous allez nous avoir. Écoutez, ça c'est déjà dépassé. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit s'inquiéter de M. Roni. Alors, vous laissez le travail à Mme Kaikwamba ou bien aux jeunes qui peuvent faire les pétitions? Quand je parle jeunes, je parle de nos cercles ici aux États-Unis. Tout à fait, oui. Nous avons une communauté forte aux États-Unis et nous allons devenir encore plus forts. Et aujourd'hui que nous sommes en train de nous éveiller et de nous préparer à être plus proactifs au lieu de recevoir, nous allons faire un travail en amont par rapport, dans ce sens-là, je vais dire. Et des gens tels que M. Roni, nous allons les mettre devant l'évidence, nous allons parler à nos congressmen, parce que nous sommes aussi des Américains, aussi Américains comme lui. Donc nous allons parler à ceux qui nous écoutent et nous entendent et leur faire comprendre comment est-ce qu'ils doivent répondre à ce M. Roni. Donc moi, je ne m'inquiète pas d'une voix dans le Congrès américain qui est aussi très effectif et aussi qui est diversifié dans les opinions. Donc, lui, il peut garder ses opinions pour lui-même et les emmener au Rwanda s'il veut, parce que personne ne s'intéresse à ça. Donc, par rapport à... Aux jeunes qui doivent faire l'advocacy ici à Washington. Justement, oui. Par rapport à ces jeunes, c'est pour ça que nous, Congolais, nous devons faire ce que le président recommande, de ne pas faire comme les Américains et faire la politique de la chaise vide ou bien de laisser la nature s'occuper de nous. Non, on doit avoir des intentions claires et nettes et se préparer. Non seulement, surtout au niveau de la jeunesse. C'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, moi, je suis candidat à la commission, à la communauté congolaise de DFW, de Dallas et de Fort Worth. C'est parce que je veux me mettre à ma place, je veux raviver cette jeunesse, je veux mettre le Congolais au devant de toute activité politique, financière, économique, comme vous voulez. Pour devenir indépendant en tant que... Tout à fait, oui. Nous n'avons pas besoin... Voilà. Plus intégré, j'aime ça. Nous n'avons pas besoin d'être faibles, nous n'avons pas besoin de mendier ou d'attendre des États-Unis de venir faire notre administration, parce que c'est à peu près ce que M. Roni est en train de sous-entendre. Qu'est-ce que nous devons faire? Non, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, qui s'occupent des intérêts des Américains. Les Congolais vont s'occuper des intérêts des Donc, de toutes les façons, c'est un gagnant-gagnant. Exactement. Notre administration, on s'en charge. L'administration de 6 ans ici a prouvé que
En 6 ans, ils peuvent mettre en déroute ce qui a été mis en place pendant plus de 20 ans. Et nous sommes en train de le faire et le démontrer. Et nous y arrivons. Alors, Monsieur Guy, 2009, on a intégré le M23 dans l'armée congolaise et on les a brassés, on les a mis partout. Et aussi dans l'appareil politique, puisqu'ils étaient aussi, ils avaient une branche politique et une branche armée. Ouais. En 2012, on a fait la même chose. Et aujourd'hui, 2023 ou 2024, ils réapparaissent. Mais M. Rony nous demande de pouvoir encore le remettre dans l'armée. Alors, c'est une position du Parti démocrate. Rony, c'est un républicain. Pourquoi est-ce qu'il doit aller avec le même schéma des démocrates qui n'a pas réussi et il essaye de donner ça comme remède? Je sais, j'ai entendu ce que M. Ange a dit en passant sur le passé de Rony et ce qu'il a comme intérêt maintenant. Mais je veux maintenant juste que vous puissiez répondre du côté congolais. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il va faire un deal avec un pays comme le Congo, qui avait déjà essayé 2 fois le M23 et a trouvé que ce n'est pas bon pour le pays, et il veut imposer encore le M23 avant que le deal passe, si je peux même dire. Alors, si je peux dire, je pense qu'il tape à la mauvaise porte à cette période, parce que le président... Il se perd d'époque, hein, il n'est pas trop... Le président Félix... folie même par définition, je m'excuse de vous interrompre. Tout à fait. Mais le président Félix est clair et net là-dessus, et le Parlement congolais a déjà passé une loi qu'il n'y aura plus de brassage, de mixage, cette histoire-là qui a amené à fragiliser nos vaillants militaires. Oui. Et en passant, je salue aussi nos forces de défense patriotique, oui. Ouazalendo, en tout cas. Qui se sont levés, supporter l'armée et pouvoir protéger l'intégrité de notre territoire. Sans eux, je peux même dire, on n'aurait plus le Congo entier. On parlait peut-être d'une autre histoire. Voilà. Pour revenir à M. Rony, je pense que, comme mon ami Ange l'a dit, ce sont ses intérêts et son agenda qu'il a essayé peut-être de ressortir. Mais toujours est-il aussi que je voudrais quand même savoir aussi si, de notre part aussi, nous avons fait le nécessaire pour bien parler à Rony quand il est arrivé à Kinshasa. À Kinshasa, voilà. Ça pourrait aussi être une part de notre faiblesse, qu'on n'a pas bien Vous pensez que le fait que nous parlons le français et qu'il est anglophone, ça pose problème par rapport à nos ennemis qui sont anglophones, tous les deux? C'est possible, mais nous avons Mme Wagner qui s'occupe de relations. Et elle était là dans la salle. Elle parle français, elle parle anglais, elle parle allemand, elle parle lingala. Donc, c'est vraiment ce genre de personnes sur lequel le président devait penser à aussi valoriser, parce que des fois, la communication se perd dans la traduction. Dans la traduction. Tu vois. Il est important que quand vous avez des gens qui vous parlent anglais, que vous ayez aussi des partenaires qui parlent anglais et qui savent bien. Parce que des fois, il y a la quintessence des mots qui sont utilisés en anglais, comme ça n'arrive pas à bien traduire en français. Et même en français, peut-être on n'arrive pas à bien traduire en anglais. Donc, c'est important d'avoir ce genre de communication directe avec des personnes qui parlent la même langue, pour pouvoir bien planifier le message et clarifier le message au chef. Donc, c'est important d'avoir... mais je pense que pour revenir à M. Rony, encore une fois, le président est clair, il veut bien dialoguer, mais pas pour remettre encore cette histoire de brassage, mixage. Ouais. Ça serait de la folie, comme on dit. C'est vraiment de la folie. On va négocier pour ramener la paix, mais il y a les deux processus. Peut-être qu'on négocie. Nairobi, et il y a aussi les Nations Unies qui ont passé la résolution 2773. 2773 qui n'est pas encore appliquée. Au fait, nous attendons le 4 avril. C'est à ce moment-là qu'ils doivent encore aller ce soir pour évaluer ce que nous sommes arrivés. Ce qui est déjà fait. Et nous voulons la paix. La paix, mais pas la paix à tout prix et fragiliser encore l'avenir de... Parlant de cela, je voulais juste quand même lire ce que l'ambassade des États-Unis avait dit par rapport à cette session qu'on
on vient de parcourir aujourd'hui donc la déclaration de M. Ronny. L'ambassade des États-Unis avait clarifié pour dire que M. Ronny Jackson est un représentant élu du Congrès américain et il n'est pas un envoyé spécial donc au Congo. L'envoyé spécial, c'est une position nommée par le président lui-même. Donc, ce serait le président Trump. Et quand il nomme une personne comme ça à la position, la personne doit être confirmée par le Sénat américain. Donc, l'ambassade a continué de dire qu'il est venu à Kinshasa en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, ce qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Donc, il est membre de la Commission des Affaires étrangères. Donc, il est député. Donc, il était venu à Kinshasa dans le cadre du travail, un peu comme tous les députés vont en congé parlementaire. Ils font un voyage quelque part pour aller récolter la situation de ce qui s'est passé dans un coin ou dans un autre, parce qu'ils doivent faire des investigations pour évidemment coucher les lois qu'ils doivent voter donc au Congrès. Alors l'ambassade dit que ni l'ambassade ni le département d'État ne l'ont jamais appelé à ce titre-là d'envoyé spécial avant, pendant ou après sa visite à Kinshasa. C'est là où je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, qui à la présidence est allé dire que le monsieur était envoyé spécial, parce que nous avons vu même un communiqué signé par la présidence sur les réseaux sociaux qui disait qu'il était envoyé spécial. Donc c'est un peu de l'amateurisme que nous voyons dans nos milieux qui doit aussi cesser. Quelque part, c'est aussi notre faute. Je m'excuse de prendre la parole comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas... Le gouvernement congolais reconnaît une chose, et pour ça je suis quelque peu fier d'eux. Ça veut dire que nous savons que nous avons des problèmes. Mais ce n'est pas parce que nous avons des problèmes et que nous sommes en train d'essayer de résoudre tous ces problèmes internes, comme M. Ronny l'a souligné aussi, que nous devons nous laisser faire. Tout à fait. Par des accusations telles que ce que le Rwanda, l'Ouganda et d'autres nations sont en train d'essayer de faire contre nous. Non, on doit nous défendre et nous le faisons très bien jusque-là. Mais au même moment, reconnaissant nos faiblesses, c'est l'une des choses peut-être que nous pouvons conseiller à notre président, et c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui le dit, son entourage. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites des compétences des gens? Pourquoi vous vous entourez des politiciens au lieu de trouver des gens compétents? Voilà. Et c'est là vraiment le plus grand changement que le Congolais devrait avoir. Même les gens qui parlent anglais, vous savez combien il y en a à Kinshasa? Il vient de Kinshasa. Il y a des gens qui te parlent l'anglais aussi correctement qu'un Américain, mais qui n'ont jamais été... Certains étaient avec nous ici, ils sont à Kinshasa. Exactement. Mais comment est-ce qu'on ne les engage pas à la présidence? C'est là le grand problème. D'interprètes. C'est un des grands problèmes que nous avons chez nous. C'est-à-dire que nous ne savons pas... Figé dans le français. Nous avons des bons éléments, nous avons des cadres, nous avons des intellectuels, des chercheurs, des savants, des connaisseurs, des spécialistes, mais nous ne voulons pas les utiliser. Tout ça à cause de la politique. Nous devons des fois avoir le courage de mettre de côté notre popularité ou bien nos amitiés ou bien, je ne sais pas moi, nos relations familiales pour privilégier la qualité le président et la compétence. Fait confiance aux gens qui doivent aller recruter. Quand les gens là ne savent pas faire il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il doit commencer par ces gens-là à qui il fait confiance. Maintenant, il a une troisième personne. C'est une personnalité différente des deux autres qui avaient créé le gouvernement, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez me contredire? Oui, le président a chargé le professeur Bérand pour pouvoir... Oui, son conseil spécial. Avant, c'était le monsieur... Après les élections, évidemment, il y avait, comme ils disent toujours, celui qui va identifier la majorité. Oui, c'était le secrétaire général de l'UDPS. Et avant lui, c'était donc dans le cadre de FCC Cash, il y avait aussi quelqu'un d'autre qu'on avait désigné. Après les élections, c'est toujours, je pense. Donc le président fait confiance à certains recruteurs, mais je pense que ces recruteurs-là, ils ont aussi un problème, parce qu'ils considèrent les gens selon ce que... Bon, toujours est-il vrai que nous avons des problèmes, ok? C'est à différents niveaux, et ce sont des problèmes qu'on devra faire face et trouver des solutions. Les gens... Je vais vous donner par exemple l'exemple du ministre... Rapidement là, parce qu'on commence déjà à chuter. Le ministre Moutamba, il est de l'opposition des gens Kabila, mais quand il est venu, on l'a pris, il a montré quand même qu'il pouvait bien travailler. Constant Moutamba, sous un bon leadership. Très bon leadership, Donc, il y a aussi des gens qui sont là, sur qui le président peut faire confiance, mais quand ils arrivent là, eh ben, ils déçoivent.
Tu vois? Donc, moi, je est-ce rappelle... Est-ce qu'on est d'accord autour de la table ici qu'il est mieux que le président fasse un gouvernement de crise? 25 ou 20 personnes, on y va avec parce qu'on a besoin de pouvoir gérer la guerre et en sortir. Pour le moment, je pense que c'est ce qui serait mieux. Ouais. Ouais, déjà, le gouvernement, l'actuel gouvernement, la première ministre a doublé le salaire de militaire. Le président avait demandé que le train de vie des institutions soit revu à la baisse. Ouais. Donc, avec les temps actuels, je pense qu'un gouvernement de crise ferait l'affaire, un gouvernement réduit. Et d'ailleurs, je ne vous apprends pas. Au Rwanda, on a réduit. On a annoncé qu'on va réduire le nombre des ministres chez le Rwandais. Il faut toujours penser qu'avec notre classe politique, il y en a qui disent toujours qu'ils sont insatisfaits et qu'ils veulent... Oh, mais qu'ils aillent... Donc voilà, qu'ils aillent parler de ça. Il faudrait qu'ils aillent au front pour dire ça à l'ennemi. Comment change aussi. Nos mentalités, c'est pour ça qu'on a des leaders pour prendre des décisions courageuses. La classe politique qui comprennent que, voilà, à ce moment-ci, il ne faudrait pas penser d'être... une rétribution ou avoir Non, on n'en a pas, c'est un pays en guerre. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas d'argent. Nous avons besoin de resserrer la ceinture et amener à ce que un peu plus de confiance, parce que le peuple aussi est en train de regarder. Ouais, le peuple qui souffre tous les jours et qui vous voit, vous, avec des véhicules, des histoires comme ça, machin. Et ça, petit à petit, ça ronge aussi le cœur. Mais essayer de comprendre les gens, c'est... doit changer. Mais ça veut dire quoi que les mentalités doivent changer? C'est peut-être un autre débat, mais tout ce que je veux dire, c'est que... on réserve ça pour le prochain épisode. Mais parlons juste de la décision que le dirigeant, le principal étant le président lui-même, doit prendre. Moi, je me dis que, vous savez, aux États-Unis, on le voit souvent, quand un président est dans son deuxième mandat, il oublie la politique. Il se concentre sur son legacy, comme on dit ici aux États-Unis. Quel héritage il va laisser? Je pense que c'est ce que Tshisekedi est en train de s'approcher à faire. Il doit être courageux et mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Il faut éviter de faire des politiques et de faire plaisir aux gens. Députés, aux politiciens et consorts. C'est l'opinion générale qui dit « Président, arrêtez de faire plaisir aux gens. Ce n'est plus le moment. » C'est son dernier mandat. Tu n'as rien à perdre. Gouvernement des crises. Vous y allez un peu comme Mobutu faisait. 20 ministres, peut-être avec leur vice. On s'arrête là et puis on fonce parce que nous avons des problèmes à résoudre. Tu vois déjà 20 ministres avec vice, ça te fait 40 déjà. Non, tout comme certains cabinets n'ont pas besoin de vice. Et les cabinets qui ont besoin de vice, c'est peut-être le ministère clé. Le Congo est grand. C'est vrai que l'administration, quand même, la manière dont les choses sont faites laisse à désirer. Il y a des choses, des réformes à faire, c'est clair. Moi, je ne pense pas que ça va avoir un grand impact en termes de combien on va épargner quand on réduit par la moitié. C'est beaucoup d'argent. Bon, c'est un peu d'argent. Les charrois automobiles, les maisons. Mais cet argent ne vient pas nécessairement de leur salaire. Toutes ces choses-là. C'est ça la réalité. Ça s'arrête, mais ça s'ajoute à leur salaire. Ça s'ajoute, mais le problème, c'est comment ils gagnent cet argent. C'est ça vraiment qu'on doit peut-être parler avec la linguette et savoir ce qu'ils font exactement. Mesdames et messieurs, donc c'était une émission houleuse. On voulait juste décortiquer ce que Rony nous a dit aujourd'hui. Nous avons vu que il a été un monsieur qui a créé une controversée partout et tout le monde n'était pas content de ce qu'il a dit. Mais comme on vous a vraiment recadré dans le sens de pouvoir vous faire comprendre que l'ambassade dit que ce n'était pas lui l'envoyé spécial, donc vous n'avez rien à craindre. L'envoyé spécial viendra bientôt à Kinshasa. Il s'appelle monsieur Boulos Massad. Il est très proche dans la famille de monsieur Trump. Lui-même viendra à Kinshasa pour effectivement continuer le suivi sur le deal. Un mot de la fin de mes invités. Je profite encore de présenter que j'étais avec Guy Mundela, donc, qui est là comme analyste politique. Un mot de la fin, monsieur Guy. Eh bien, pour terminer, je vais juste remercier tous les Congolais qui ont déjà pris l'initiative d'appeler le bureau de M. Rony pour juste passer le message de désagrément et expliquer que ces propos ont été malencontreux. Et je suis sûr que nombreux sont encore en train de le faire. Et le gouvernement peut être sûr que les Congolais qui sont ici et qui sont aussi motivés autant que eux à défendre l'image du pays font ce qui doit être fait. Et je continue à encourager tous les Congolais de la diaspora, tous qui peuvent le faire,
de le faire et de continuer à garder l'œil et l'oreille attentifs à tout ce qui se dit pour le Congo et toutes les manœuvres que les gens veulent mener pour dérailler le Congo pour atteindre les objectifs qui s'est fixés. Donc, ce sera ça mon mot de la fin. Merci beaucoup. Et à M. Ange, qui est notre prochain candidat, qui est déjà candidat donc à la présidence de la communauté congolaise de Dallas. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à M. Ronny Jackson? Vous en faites pas, je ne vais pas faire ma publicité pour le moment, mais par rapport à M. Ronny, ce que je peux dire, c'est, enfin, je m'intéresse très peu à ce que peut dire M. Ronny, comme on vient de le dire. Il n'a déjà pas une bonne réputation, je ne pense même pas qu'il faut vraiment mettre beaucoup de crédit sur ce qu'il a dit. Par contre, j'aimerais dire que pour tout le peuple congolais, vous savez, il n'y a pas de grand peuple qui n'a pas traversé des moments difficiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les Congolais, nous traversons des moments très difficiles, mais je reste optimiste et je regarde le verre à moitié plein, comme à moitié plein, et je réalise que nous sommes en train de grandir et que nous sommes en train de nous découvrir en tant que grand peuple. Et nous y sommes presque. Et ces moments vont vite passer et ça va devenir des souvenirs. Et en tout cas, bon courage à nous tous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je tiens aussi à signaler que pendant cette séance, il y avait M. Sacha Lejnev qui avait très bien parlé sur les propositions qu'ils avaient par rapport au Congo. M. Thierry Ndongala, qui est l'un de nôtres et qui évolue ici aux États-Unis comme militaire, aussi avait donné un bon témoignage. Et M. Joseph Moulala Ngaramo, qui est aussi l'un de nôtres, qui tous les deux ont évolué donc, dans les académies militaires américaines ici aux États-Unis. L'un d'eux travaille même, il a travaillé au Congrès américain comme membre du staff et maintenant il a une compagnie qui aide les Congolais à faire transition donc dans le business en Afrique en général. Donc c'était des jeunes de qualité qui ont fait un bon travail. Je vous promets que dans le prochain épisode, nous reviendrons sur ce qu'eux ils avaient dit par rapport à la situation en RDC et les propositions qu'ils avaient aussi données qui étaient très bonnes. L'une d'elles qui était donc de pouvoir reconstruire le barrage de Inga et permettre à ce que l'électricité qu'on utilise pour le barrage d'Inga nous permette de pouvoir effectivement travailler les matières premières sur place au Congo et pouvoir les raffiner aussi au Congo avant que ça soit expédié dans le pays dans lequel nous allons les vendre. Donc c'était cela donc pour aujourd'hui. Nous allons revenir la prochaine fois avec donc une revue, donc une analyse sur ce qu'ils avaient aussi dit pendant la session. Et nous continuons de rappeler à tout le monde, contactez, si vous êtes citoyen américain, contactez donc l'office de M. Ronny Jackson, appelez-le comme on avait fait, Call for Congo, appelez-le, mais tout ce que je vous demande, soyez poli et discipliné, n'allez pas avec des insultes, mais vous pouvez juste réagir par rapport aux éléments qu'il a mis dans son parler, parmi lesquels nous avons entendu. Donc, il a parlé des frontières du Congo, il a parlé du M23, comme si M23 avait droit de citer en République démocratique du Congo. Et toutes ces choses-là, il faudrait lui répondre avec beaucoup de précision, beaucoup de tact, diplomatie, mais surtout avec des faits historiques. Merci de nous avoir suivis. Mon nom c'est Franklin Katunda. Nous sommes ici dans le meilleur studio de Dallas, Bisso Production. Vous avez donc suivi la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Bonsoir à vous.